Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le Mali accueille depuis ce jeudi 14 mars la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre axée autour des perspectives d'investissement productif des diasporas africaines à 7 mois du 9e congrès panafricain prévu au Togo. Le Kenya suspend sa participation à la mission internationale de sécurité en Haïti. Après 1 an et demi de négociations, Nairobi met en pause le projet d'envoi d'un contingent de 1000 hommes pour appuyer la police locale alors qu'Haïti a sombré dans une guerre civile opposant les forces de sécurité aux gangs. Et au Soudan du Sud, à 9 mois des élections générales, seuls 6% des forces unifiées nécessaires ont été déployées. La formation et le déploiement de ces forces sont pourtant une condition préalable à la tenue des prochaines élections, telles que stipulées dans l'accord de paix revitalisé de 2018. Mais tout d'abord au Sénégal. Le président Macky Sall demande à son gouvernement d'appliquer la loi d'amnistie générale sans délai dès sa promulgation. Cette instance a été formulée par le chef de l'État le 13 mars lors du Conseil des ministres. La promulgation de cette loi d'amnistie votée par le Parlement le 6 mars est attendue tout prochainement. Toutefois, aucune information officielle n'a été donnée quant au moment de sa publication. Rappelons que cette disposition initiée par le président Macky Sall dans le cadre de la consolidation de la réconciliation nationale après des semaines de tensions politiques liées au report de l'élection présidentielle pourrait bénéficier à Bassirou Diomaye Faye, candidat du parti dissous PASTEF à l'élection présidentielle du 24 mars, et à Ousmane Sonko, leader de ce même parti dont la candidature au scrutin présidentiel a été retoquée. La capitale malienne Bamako accueille depuis ce jeudi 14 mars la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest sous le thème Diaspora, Afro-descendants et développement. Il s'agit d'une rencontre pour préparer le 9e congrès panafricain prévu en octobre prochain à Lomé au Togo. Le point avec notre envoyé spécial à Bamako, Leftiounou. Force dynamique pour le continent africain, les diasporas africaines et les communautés afrodescendantes œuvrent pour le développement économique, social et culturel de leur pays d'origine. Attachés à leurs racines, les diasporas africaines demeurent le plus grand investisseur économique de l'Afrique. Selon les données de la Banque africaine de développement, les transferts de fonds de la diaspora africaine ont augmenté, passant de 37 milliards de dollars US en 2010 à 87 milliards de dollars en 2019 pour atteindre 85,6 milliards de dollars US en 2021. En comparaison, l'aide publique au développement en 2021 s'est élevée à 35 milliards de dollars, soit 36% des montants de transfert de fonds de la diaspora. Les ressources de la diaspora est endogène. Ce sont des ressources, le capital humain et les ressources financières et économiques. C'est important de mobiliser toutes ces ressources-là qui dépassent l'aide au développement et tout l'investissement étranger ici dans notre continent. Réunis à Bamako au Mali, dans le cadre du pré-congrès de la conférence de l'Afrique de l'Ouest, d'éminents experts venus de divers horizons ont enrichi le débat sur les voies et moyens de fédérer les diasporas africaines et les afrodescendants pour relever le défi de la renaissance africaine, promouvoir le panafricanisme et investir davantage dans les secteurs prioritaires pour l'essor du continent africain. Le Mali est aujourd'hui un champion dans le panafricanisme et nous voulons partager nos expériences et acquérir aussi les expériences des autres pays à travers aussi bien cette conférence que le prochain congrès qui sera vraiment la finalité de ces travaux qui ont commencé aujourd'hui. La diaspora en tant que richesse peut aussi contribuer au développement du continent. Et nous espérons que les uns et les autres pourront amener des idées, des propositions fortes qui permettent d'aller dans cette direction. Et nous avons souhaité que les diasporas, les afro-descendants, qu'on ait confiance en nous-mêmes et que nous avons la capacité, nous, de contribuer au développement de nos pays. L'un des exemples de pays africains dont la diaspora contribue en bonne partie au développement est le Mali, avec une communauté estimée à près de 6 millions de personnes. Selon les études de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les transferts de fonds de la diaspora malienne ont été chiffrés à 793 milliards de francs CFA en 2022. Un apport nettement supérieur à l'aide au développement.
L'une des clés de succès du pays pour accroître la participation de sa diaspora à son développement est la mise en œuvre de mesures volontaristes par les autorités maliennes. Également dans l'actualité en Guinée, le nouveau Premier ministre Amadou Bahouri a demandé ce jeudi 14 mars à ce que toute la lumière soit faite sur les violences qui ont secoué la ville de Kindia. En effet, une manifestation liée aux coupures d'électricité organisée le 12 mars dans cette commune située à 130 km de la capitale Conakry a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Amadou Bahouri, installé dans ses fonctions depuis le 27 février, a donc demandé l'ouverture d'une enquête. Notons par ailleurs que la nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée ce jeudi. Il s'agit d'un gouvernement composé de 29 membres, dont 6 femmes. Pour rappel, le précédent gouvernement en fonction depuis juillet 2022 avait été dissous par la junte le 19 février dernier sur fond de crise sociale. Le Kenya met en pause son projet de déploiement d'un contingent en Haïti, pays en proie à une guerre civile opposant les forces de sécurité aux gangs. Les autorités kenyanes ont décidé de suspendre leur participation à cette mission internationale de sécurisation soutenue par l'ONU. L'annonce a été faite le 12 mars au lendemain de la démission du Premier ministre Ariel Henry. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le 12 mars 2024, le Kenya a suspendu sa mission de police en Haïti après la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry. À cet effet, le déploiement des policiers kenyans en Haïti a été mis en pause. Environ 1000 hommes avaient été recrutés pour prendre part à cette mission multinationale en appuyant la police haïtienne pour faire face aux gangs. Ce qui justifie ce retrait, c'est que dès que le Premier ministre a démissionné, il va sans dire que c'est un chaos qui a été créé dans le pays et bien plus au-dessus de ce chaos, il y a les gangs qui font ravage et ces gangs sont encore soutenus par des puissances étrangères. Cette suspension est annoncée alors que le Kenya et Haïti ont signé le 1er mars 2024 un accord pour l'envoi de policiers kenyans dans l'île gangrénée par les gangs. Cette signature avait été qualifiée de dernière étape avant le déploiement de la force internationale de maintien de la paix par les deux pays. Il revient aux Haïtiens de prendre leurs responsabilités, de définir leurs priorités et d'engager des réformes profondes qui permettront à Haïti de sortir de ce bourbier. Et cela y va de la notoriété et de la valeur de ce beau pays. Rappelons qu'en fin février 2024, 5 autres pays, dont le Bénin avec plus de 1500 hommes, avaient notifié à l'ONU leur participation à la future mission. Les autres membres de cette mission sont le Bahamas, le Bangladesh, la Barbade et le Tchad. La mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé de 2018 accuse un sérieux retard au Soudan du Sud. À 9 mois des élections générales de décembre 2024, seuls 6% des forces unifiées nécessaires ont été déployées, soit 4 980 militaires. L'organisme qui surveille la mise en œuvre du processus de paix s'inquiète de cette lenteur pour l'organisation de scrutins pacifiques. Plus de détails avec Nathalie Mo. 4 980 militaires ont été déployés au sein de l'armée nationale unifiée du Soudan du Sud, alors que le pays prévoit la tenue des élections générales en décembre 2024. Le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu et des arrangements de sécurité transitoires estime qu'il s'agit de 6% des objectifs fixés par l'accord de paix revitalisé de 2018, soit 83 000 hommes. L'organisme de surveillance de la paix au Soudan du Sud exprime des inquiétudes sur la pacification du processus électoral à venir. Il est vrai que les accords signés entre les différents groupes ont essayé de calmer le jeu, mais il faut prendre la latitude de pouvoir sécuriser davantage les populations, sécuriser davantage le territoire national avant de passer aux élections. Parce que c'est quoi? Si l'on se précipite pour organiser des élections, alors que les conditions ne sont pas réunies, les mêmes causes produisant les mêmes effets, 2 ou 3 ans après, le conflit peut se réveiller.
Depuis 2020, les autorités ont commencé à former les membres des forces de sécurité, principalement issus des programmes de désarmement des groupes armés rebelles. Dans les rangs des membres déployés des forces unifiées de l'armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition et de l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud, des plaintes s'élèvent. Tout d'abord exclus du fichier solde de l'État, ils réclament le versement de leur salaire depuis octobre 2023. Il va sans dire que les uns et les autres pourront dire que ils sont de l'armée régulière parce qu'ils ont reçu une formation, etc., etc. Mais il faut trouver les moyens pour pouvoir apaiser les cœurs et les esprits afin de pouvoir avoir au sein de l'armée une unicité, une union et une cohérence dans l'application des salaires, que ce soit pour les militaires issus des groupes rebelles ou que ce soit des militaires issus de l'armée nationale. L'unification des forces armées du Soudan du Sud, prévue 8 mois après la signature de l'accord de paix de 2018, accuse un retard de 5 ans. Des élections libres et équitables nécessitent un nouveau cadre constitutionnel permanent, des détails sur l'inscription des électeurs, un plan de sécurité pour les élections relèvent les Nations Unies. Le gouvernement garantit que certaines de ces conditions seront remplies avant le vote. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, a décidé le 9 mars de lever les sanctions imposées au Gabon. Ces restrictions avaient été décidées au lendemain du coup d'État militaire du 30 août 2023 qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba. Le Gabon retrouve donc sa place au sein de l'organisation régionale et le siège de l'instance est maintenu à Libreville. Les précisions de Catherine Gobet. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, a levé toutes les sanctions économiques et financières contre le Gabon. Cette résolution a sanctionné la 24e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la situation politique, économique et de sécurité dans la sous-région le 9 mars 2024 à Malabo en Guinée équatoriale. Une annonce rendue publique par Régis Onangandiaï, ministre gabonais des Affaires étrangères. Communiqué du gouvernement de la République gabonaise. Ce samedi 9 mars 2024, la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, réunie à Malabo en Guinée équatoriale, a décidé de la levée des sanctions et de la réintégration de la République gabonaise au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En décembre 2023, l'instance régionale avait réaffirmé les sanctions prises contre le pays à la suite du changement anticonstitutionnel de gouvernement le 30 août 2023. Elle avait par ailleurs acté de délocaliser le siège de la CEEAC de Libreville à Malabo. Avec cette levée des sanctions, le Gabon réintègre l'institution et le siège de la CEEAC est maintenu à Libreville, la capitale gabonaise. Par ailleurs, les chefs d'État ont réaffirmé de manière définitive le maintien du siège de la CEEAC à Libreville. Le gouvernement de la République gabonaise salue ces décisions et adresse ses vifs remerciements aux chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La décision de la CEEAC intervient dans un contexte politique marqué par l'organisation du 2 au 30 avril 2024 au Gabon d'un dialogue national inclusif. Un dialogue annoncé par décret du président de la transition du 8 mars 2024. Il sublime tout ce qu'il voit à travers son objectif. Le photographe camerounais Nicolas Eidi est l'un des rares photographes professionnels encore en activité depuis les années 1970. Reporter, photographe de studio et parfois administrateur, il se bat sur tous les fronts pour que son métier soit reconnu. Son portrait est à découvrir avec Narcisse Oum. Full frame. Qui prend le film 120. Du haut de ses 69 ans, Nicolas Eidi est un photographe dont l'objectif a capté bien l'événement du Cameroun depuis des décennies. Près de 53 ans qu'il exerce la photographie, une activité qui a dépassé le cap des métiers pour devenir une passion qu'il a développée tout jeune près de son oncle paternel. Depuis les années 70, j'ai commencé à faire de la photographie. Je me suis inspiré de mon oncle qui était photographe et qui faisait de la magie, comme on disait avant, quoi. Donc ça m'a plu d'être dans son laboratoire noir et blanc et c'est là que je me suis accroché jusqu'à aujourd'hui.
l'homme acquiert de l'expérience dans les années 70 au point de devenir l'un des experts de la photographie au Cameroun. Dans les années 80, il travaille pour le groupe Procolor, l'un des géants de l'industrie de la photographie du Cameroun, avant de se mettre à son propre compte. Il installe ses quartiers à Akwa, puis au quartier d'Eido et en 2019 à Ndobong dans son village natal. Aucune image n'est indifférente à ce groupe d'auteurs qui photographie les murs, les troncs d'arbres, les animaux, les fleurs, les paysages, les roues de voiture. Bref, rien ne passe inaperçu devant sa caméra. Il filme tout ce qu'il voit en y ressortant le côté mystérieux et artistique. Les flous artistiques, j'aime bien. Ça fait fantôme, ça fait un peu déliré, quoi. Et inspiré aussi d'un photographe américain qui ne faisait que des photos floues dans les métros. Et c'est l'un des meilleurs photographes au monde, quoi. Ces photos, il les ouvre à voir dans le cadre d'expositions qu'il organise à travers le monde et parfois depuis son laptop posé sur sa table de bureau, juste derrière l'entrée de son salon. Le photographe compte finaliser un projet sur la formation des jeunes désœuvrés. Je vais commencer à construire un bâtiment pour ça, pour la formation des jeunes. Diminue complètement. C'est-à-dire, je vais les former en photographie, mais en m'adressant uniquement aux orphelinats et aux enfants de la rue. Je pense qu'ils ont des responsables dans tout le pays et les former gratuitement parce que j'ai aussi besoin de participer un tout petit peu au développement de la photographie. Aujourd'hui, Nico le magicien pour les intimes vit une vie tranquille auprès de sa famille en Ndobong. Sa banque d'images compte environ 100 000 photos à ce jour, réparties à une centaine de thèmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.